Et Marius, je t'affiche un bel article qui Ouais, dit que Bitcoin n'est pas décentralisé. C'est la fin. ça y est, je vais vendre tout mon bag. Non, c'est une information qui est ressortie dans un article d'un analyste on-chain qui s'appelle 0xB10C, un truc comme ça, si je ne me trompe pas, qui avance que donc il y a 6 acteurs qui se partagent 90%, environ 90% de la création des blocs templates. Donc les blocs templates, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est tout simplement la création des blocs. C'est en fait le modèle que va suivre une pool de minage ou un mineur qui mine en solo pour pouvoir créer son bloc. Donc en fait, avant de le miner, avant d'essayer de le miner, il va tout simplement dire, bah, voilà, j'ai mon bloc, numéro temps, parce qu'il suit le bloc précédent. Et dans ce bloc-là, je vais mettre telle transaction. Donc c'est ça un bloc template. Et on s'aperçoit que les pools de minage, 6 pools de minage, produisent une grande majorité, quasi la totalité des templates. Donc c'est un problème pour la centralisation parce que si ces pools de minage où là par exemple il y en a 2 qui se partagent 60%, donc plus de 60%, donc ça dépasse les 50%, elles pourraient techniquement faire la double dépense, elles pourraient aussi censurer des transactions, etc. etc. Techniquement, parce qu'il faut encore que ces pools-là se mettent en accord, il faut qu'elles agissent en même temps, et surtout le point le plus important, c'est que les mineurs, les pools de minage n'ont pas de pouvoir sur le hash rate. C'est-à-dire que le pouvoir du hash rate, le pouvoir de minage, appartient bien aux mineurs. Et le rôle des pools, en fait, le pool ont vraiment seulement deux rôles, celui de créer le bloc template, ce que j'expliquais juste avant, et de redistribuer les blocs reward, donc les BTC qui sont créés et les frais récoltés qui sont redistribués toutes les 24 heures. Donc en cas de censure d'un mineur, le mineur peut tout simplement quitter la pool en quelques minutes, même moins d'une minute. Et si vraiment il est censuré, il va juste perdre potentiellement 24 heures de rémunération, ce qui est une goutte d'eau dans l'activité annuelle d'un mineur. Donc au final, les impacts de ça seraient assez limités s'il y avait une attaque des pools parce que ça ne tiendrait pas sur le long terme. Mais c'est quand même une problématique qu'il faut bien cibler. Et il y a plusieurs initiatives qui sont lancées et qui permettent de mitiger ces risques-là, notamment le protocole Stratum V2, qui est en gros un protocole qui construit les blocs de manière différente, qui permet en fait aux mineurs de construire leurs propres blocs au sein d'une pool. Donc avec ce protocole-là, chaque pool aurait des producteurs de blocs templates différents. Ce qui fait que même si on a une pool qui détient 90%, et les blocs templates, les modèles de blocs seraient produits par des personnes différentes, enfin par des mineurs différents. Et donc ce risque-là de censure et de choix des transactions sera mitigé, quoi. Et quand même, il y a quand même un risque sur le hash power, là, sur la quantité de hash qui est détenue aux États-Unis, donc de mineurs qui sont aux États-Unis, parce que là, Ouais. sur ce site-là, on nous annonce presque 38%, mais ça devrait continuer d'augmenter, parce qu'il y a de plus en plus de mineurs aussi qui commencent à soit délocaliser aux États-Unis pour faire construire directement leurs ASIC ou leurs machines aux États-Unis plutôt qu'en Asie, pour éviter les frais de douane. Donc là, il y en a pas mal qui sont, enfin, il y en a au moins un je sais plus comment ça s'appelle, Bitdeer, je crois, qui relocalise ses chaînes qui veut relocaliser ses chaînes de production à terme aux États-Unis pour construire ces machines de minage là-bas et miner directement aux États-Unis. Ils changent un peu de stratégie, eux, ils construisent des machines pour les vendre à des mineurs, mais là, ils vont se mettre à miner. Et donc, potentiellement, on pourrait voir les États-Unis. Alors, peut aussi y avoir l'effet inverse. Il peut aussi y avoir des gens qui se disent je vais partir des États-Unis parce que ça commence à devenir trop risqué. Mais en tout cas, s'il y a plus de gens qui se disent je vais aller aux États-Unis parce que avec les taxes, les tarifs, etc., les frais de douane, ça coûtera plus cher, il y a quand même un risque de centralisation assez important. Alors après, on nous faisait le même coup avec la Chine avant, tu me diras. Mais... Ouais, c'est un peu le gros problème pour Bitcoin aujourd'hui. Je pense que c'est ça, c'est la centralisation aux États-Unis. Donc tu fais bien de le rappeler. Surtout au Texas, il y en a beaucoup au Texas et dans les États du sud des États-Unis de manière générale. Et donc là où c'est 37%, donc ça correspond bien aux estimations que moi je me faisais en fonction des différentes recherches que j'avais fait. 37%, certains parlent même de 40-45%. Je pense qu'on est plus aux alentours des 35-40. Pas autant que ça, mais c'est vrai, c'est un gros problème. Maintenant, si on devait avoir vraiment une attaque, ça devrait
passer soit par la régulation, dans le sens où les États-Unis pourraient forcer les mineurs à censurer des transactions ou à aller dans des pools de minage qui, elles, censurent les transactions. Même ça, c'est pas forcément viable parce que, en fait, un mineur qui censure des transactions, il faut bien se mettre en tête que c'est un mineur qui refuse de faire passer les transactions qui offrent le plus de frais. Donc, il refuse une partie de sa rémunération. Donc, quand les frais on-chain sont assez faibles, la perte est relativisée. Mais quand les frais sont assez élevés, potentiellement, ça représente un gros manque à gagner. Et donc, les mineurs ne sont pas poussés, ne sont pas incentivés à faire de la censure de cette ampleur-là. Donc, c'est aussi quelque chose qui a peu de chances d'arriver. Et s'il y a une saisie des machines de minage, il faut que le gouvernement se mette à le faire, qu'il trouve l'énergie, etc. Ça représente une démarche logistique encore plus complexe. Donc, c'est pas près d'arriver, mais c'est en effet un risque qu'il faut garder à l'œil et dénoncer. Maintenant, concernant la construction des machines, c'est même très bien, je pense que ça arrive aux États-Unis parce que justement, ça va décentraliser la production qui est à 80-90% venant de Chine. Les deux plus gros producteurs de machines sont chinois et donc produisent en Chine, et donc on est dépendant de la Chine pour la construction des mineurs. Et donc, si jamais la Chine se mettait à censurer la production de minage, on aurait environ 5 à 10 ans, peut-être 5 à 7 ans, pour que on puisse renouveler les machines, de trouver une autre solution pour pouvoir renouveler les machines, parce que c'est un peu, entre guillemets, en moyenne, la durée de vie d'une machine de minage, 5 à 7 ans. Et donc, si on n'avait plus de production chinoise, aujourd'hui, les mineurs auraient des problèmes pour pouvoir continuer à avoir un matériel performant, à jour, etc., etc. Donc, au final, que ça arrive aux États-Unis, c'est plutôt bien, ça va décentraliser la production. Mais en effet, comme tu disais, ça peut aussi favoriser le développement des fermes de minage aux États-Unis. Et je vois, et dans le chat, il y avait aussi Maître Zan qui parlait de la comparaison avec Ethereum, qui disait que Ethereum est plus décentralisé que Bitcoin. Au niveau de ces block templates, en fait, les entités qui créent des block templates sur Ethereum, c'est ce qu'on appelle des block producers. Et c'est encore plus centralisé sur Ethereum. C'est 2 blocs producers qui se partagent plus de 82% des blocs Ethereum. Donc, c'est 5 blocs producers qui se partagent plus de 90%, c'était 92%, il me semble. Donc, c'est aussi un problème. Mais comme la même chose que pour Bitcoin, c'est juste la production de blocs, c'est pas forcément la centralisation du staking. Ethereum a d'autres problèmes autres que ça, et c'est pas forcément le sujet. Et il y a Free la Passion qui dit comment on voit un mineur sur le réseau. On ne le voit pas. On voit juste un hash lié à une adresse BTC, point. Et les IP associés ne veulent rien dire. Oui, les IP, c'est un très mauvais moyen de savoir où sont situés les mineurs. Mais c'est des estimations qui sont faites, notamment parce que ces mineurs-là doivent s'enregistrer en tant que mineurs auprès du pays. Donc, tu peux plus ou moins déterminer où sont tels mineurs. Mais oui, on-chain, sinon, tu peux voir les par pool. Donc, un mineur individuel qui est dans une pool, tu le verras pas forcément. Par contre, un mineur individuel, tu pourras voir les détails. Et je crois que certaines pools peuvent même partager des informations sur les mineurs qui la rejoignent. Parce que certains font du KYC, et même celles qui ne le font pas, tu peux facilement entre guillemets, voir en tant que pool qui a rejoint ton nœud, quelle puissance il a, et pas forcément, tu peux voir l'adresse IP. Et donc, ouais, je vois qu'il y a Pépé dans le chat qui parle des Bitax. Salut à toi, Pépé. Mais ouais, les Bitax, c'est en fait des machines de minage qui sont découpées. C'est environ une grosse machine de minage, donc un ASIC, en gros, dont la puce est découpée en 100 petites parties. En moyenne, 100, ça dépend des modèles. Et elles sont reconditionnées en petites machines. Et donc, vous pouvez acheter, vous, pour 200 à 300 $, même beaucoup moins. Je crois qu'il y en a qui ça commence à partir de 100. Moi, j'en ai acheté un à 150, il me semble. Et donc, vous pouvez commencer à miner avec des petites machines qui sont aussi performantes que les machines les plus performantes à petit prix. Maintenant, vous ne serez pas forcément rentable si vous payez l'électricité naturellement en Europe. Voilà, ça ressemble à ça. Donc, c'est des toutes petites machines qui font... c'est un peu plus grande peut-être la taille d'un téléphone, d'un smartphone. Un peu plus grande qu'une carte bleue. Et donc, voilà, c'est un bon moyen pour mettre sa pierre à l'édifice et se dire que s'il y a des... si tout le monde se mettait à miner avec un Bitax, ça pourrait pas mal décentraliser
le minage, même si oui, en France, c'est pas du tout rentable. Mais donc voilà, il y a un gros risque au niveau des pools, pour revenir au sujet de base, qui se centralisent. Et dans l'absolu, ça ne donne pas vraiment, voire pas du tout de pouvoir aux pools. Ça peut donner un pouvoir à court terme. Et ensuite, tout repose dans la main des mineurs. C'est les mineurs. Est-ce que les mineurs vont être forcés ou est-ce qu'ils vont ne pas porter d'importance à leur pool si leur pool se met à censurer ou à attaquer le réseau. Donc la décentralisation, le choix reste vraiment celui des mineurs. Et les pools, même si elles venaient à être attaquées, ça pourrait potentiellement avoir un impact à court terme. Mais c'est vraiment le pouvoir reste entre les mains des mineurs. Et le mineur le plus grand, c'est Marathon, qui s'est rebaptisé en Mara maintenant. Donc on voit là, ils ont une pool qui a 5% du hash rate, mais eux-mêmes, donc c'est un mineur. Donc dans la pool, il y a aussi d'autres mineurs. Donc eux, ils ont un peu moins de 5% du hash rate total. Donc si on comptabilise que les mineurs et pas les pools, on voit que c'est beaucoup plus décentralisé que ce genre de graphique peut nous montrer.